Bienvenue sur notre chaîne. Une étudiante a terminé son service et a disparu lors d'une conversation téléphonique avec son petit ami dans des circonstances étranges. La police a rapidement lancé des recherches, épluchant des heures d'images de surveillance, espérant trouver des indices. Elles ont rapidement découvert quelque chose de vraiment effrayant, mais le sort de la jeune femme est resté un mystère pendant des mois. Les enquêteurs ont finalement découvert la vérité, mais l'issue de l'affaire a suscité l'indignation et l'incrédulité. Drew Shadin est né le 26 septembre 1981 dans la petite ville de Pocolac, dans le Minnesota. Dès son plus jeune âge, Drew débordait d'énergie et de détermination. Elle aimait dessiner, bricoler et pratiquer une activité physique en jouant au basketball, au volleyball et au golf. Elle s'impliquait également dans divers programmes caritatifs, cherchant toujours à aider les personnes dans le besoin. Sa personnalité chaleureuse et sa gentillesse sincère lui ont valu de nombreux amis. Au lycée, elle a même été élue reine du bal de promo. Après avoir obtenu son diplôme, Drew s'est inscrite à l'Université du Dakota du Nord, où elle s'est spécialisée en beaux-arts. Même si le campus était à 3 heures de route de sa ville natale, elle s'efforçait de rendre visite à ses parents aussi souvent que possible. Drew a réussi à concilier ses études, où elle excellait, 2 emplois à temps partiel et une participation active à la vie universitaire. Elle a également continué à se consacrer à des œuvres caritatives, sans jamais perdre de vue ce qui comptait le plus pour elle. De plus, Drew s'est inscrite à un programme universitaire spécial qui lui a permis de voyager régulièrement, et elle était particulièrement enthousiaste à l'idée de son prochain voyage en Australie. Pendant ses études, Drew a commencé à fréquenter un certain Chris. Ils sont rapidement devenus sérieux et ont commencé à faire de grands projets pour leur avenir ensemble. Le 22 novembre 2003, Drew, 22 ans, est partie pour son travail habituel du week-end dans un magasin de vêtements où elle travaillait à temps partiel. Plus tard dans la soirée, elle devait travailler comme serveuse dans un club local. Après avoir terminé son premier service, Drew s'est arrêtée dans une boutique du même centre commercial, s'est acheté un sac à main et s'est dirigée vers le parking. En chemin, elle a appelé son petit ami Chris et ils ont discuté pendant environ 4 minutes. Mais soudain, quelque chose d'étrange s'est produit. Drew s'est soudainement tue au milieu de la conversation. Après un silence, elle a dit « Oh mon Dieu, d'accord ». Puis la ligne a été coupée. Au début, Chris n'y a pas prêté attention. Il a supposé que la communication avait été coupée pendant que Drew traversait le parking, ou que la batterie de son téléphone était morte. 3 heures plus tard, Chris a reçu un autre appel du téléphone de Drew. Mais lorsqu'il a répondu, il n'a entendu que le silence. Il y avait un léger bruit de fond, quelque chose qui ressemblait à du vent, accompagné de ce qui semblait être le bruit des touches du téléphone qu'on appuie. Il a appelé Drew plusieurs fois, mais il n'y a eu aucune réponse. Chris a essayé de la rappeler, mais Drew n'a pas répondu. Cette fois, il a commencé à s'inquiéter. Il décida d'appeler sa colocataire pour savoir si elle avait des nouvelles de Drew. La colocataire lui dit qu'elle ne lui avait pas parlé de la journée, mais le rassura en lui disant que Drew était probablement simplement occupé par son travail et qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. Peu après la conversation, cependant, la colocataire de Drew reçut un appel du gérant de la boîte de nuit où Drew était censé travailler ce soir-là. À sa grande surprise, le gérant lui annonça que Drew ne s'était pas présentée à son service et qu'elle n'avait même pas appelé pour prévenir qui que ce soit. Cela ne ressemblait absolument pas à Drew, car elle était toujours responsable et fiable. Sa colocataire, se souvenant de l'appel étrange dont Chris avait parlé, commença à craindre qu'il ne se soit passé quelque chose de grave. Elle commença à appeler les hôpitaux locaux, pensant que Drew avait peut-être été admise quelque part, mais personne correspondant à sa description n'avait été amené. Il était tard dans la soirée et la colocataire décida qu'il était temps de contacter la police. Elle expliqua que Drew avait manqué son service, n'était pas rentré et avait eu des appels téléphoniques inquiétants avec son petit ami. Mais la police ne voyait pas de raison immédiate de s'alarmer. Pour eux, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour suggérer qu'il s'était passé quelque chose de grave.
Après tout, Drew avait 22 ans, ils recommandèrent donc simplement d'attendre un peu avant d'agir. Néanmoins, la colocataire de Drew décida de prendre les choses en main et contacta la police du campus de l'Université du Dakota du Nord. Contrairement à la police municipale, ils passèrent immédiatement à l'action. Leur premier arrêt fut le centre commercial où Drew avait travaillé ce jour-là. C'était le dernier endroit où on l'avait vu ou entendu. En vérifiant le parking, ils trouvèrent sa voiture toujours à sa place habituelle, alors que son service était terminé depuis des heures. Autre chose étrange, les portières étaient déverrouillées. À l'intérieur, il n'y avait aucune trace de lutte ni rien qui puisse indiquer qu'il se soit passé quelque chose de grave. Mais les policiers remarquèrent alors quelque chose de vraiment suspect. Un petit étui à couteau gisait sur le sol, près de la voiture. Cette découverte a suscité de vives inquiétudes, incitant la police universitaire à contacter la police municipale, qui est finalement intervenue. Les policiers ont demandé des images de vidéosurveillance du parking, espérant trouver une piste. Mais il y avait un problème. La voiture de Drew était garée dans un angle mort, complètement hors de vue. Déterminés à comprendre ce qui s'était passé, les enquêteurs se sont tournés vers les images de sécurité du centre commercial. Ils ont commencé à éplucher des heures de vidéos provenant de toutes les caméras du bâtiment, essayant de retracer les déplacements de Drew avant sa disparition. C'était un véritable défi compte tenu de la taille du centre commercial, et le processus a donc été tout sauf rapide. Pendant ce temps, la nouvelle de la disparition de Drew s'est rapidement répandue sur le campus. L'université a rapidement organisé une opération de recherche massive. Des centaines d'étudiants se sont mobilisés pour aider, ratissant les rues, les sentiers boisés, les berges et autres zones isolées. La faculté a également exhorté toute personne disposant d'informations à se manifester, espérant trouver un indice qui pourrait éclairer ce qui était arrivé à Drew. Entre-temps, la police a mis la main sur les relevés téléphoniques de Drew, confirmant la version de son petit ami concernant leur dernier appel. Mais en fouillant dans les données de localisation du téléphone, elle a découvert quelque chose d'étrange. Les signaux de l'antenne relais ont montré que le dernier appel de Drew à Chris ne provenait pas du parking du centre commercial. Il avait plutôt été passé depuis une ville voisine, à environ 30 minutes de route. D'après la chronologie, les enquêteurs ont compris que les bruits entendus par Chris pendant l'appel, comme le bruit du vent et des boutons enfoncés, auraient pu se produire alors que Drew se trouvait déjà à cet autre endroit. Comme sa voiture était toujours garée au centre commercial, il était clair que Drew n'avait pas pu se rendre dans une autre ville par ses propres moyens. Cela a conduit la police à soupçonner qu'elle avait été enlevée. Malgré leurs efforts considérables, les jours suivants se sont écoulés sans aucune nouvelle piste. Les policiers ont continué à éplucher les images de surveillance du centre commercial tandis que les équipes de recherche ratissaient la ville, espérant désespérément trouver le moindre indice. 2 jours plus tard, l'affaire a finalement pris un tournant. Dans une petite ville appelée Crookston, près de l'endroit où le téléphone de Drew a sonné pour la dernière fois, la police a trouvé une chaussure noire au bord de la rivière. Lorsqu'ils l'ont montrée à la colocataire de Drew, elle l'a immédiatement reconnue. C'était l'une des chaussures de Drew. Cette découverte a renforcé les craintes des enquêteurs. Si Drew avait été enlevée, les preuves suggéraient qu'elle avait été emmenée loin de sa ville. La police a rapidement contacté les autres services de police de la région, partageant les détails de l'affaire et sollicitant leur aide pour les recherches. Pendant ce temps, les enquêteurs ont finalement trouvé des images de vidéosurveillance du centre commercial montrant Drew le jour de sa disparition. Ils l'ont vu se rendre dans plusieurs magasins après son service, apparemment en train d'acheter des cadeaux de Noël pour ses proches. Ces images ont donné aux enquêteurs une idée précise de ce que Drew portait au moment de sa disparition. Elles ont également confirmé qu'elle portait les mêmes chaussures noires que celles retrouvées près de la rivière dans la ville voisine. Grâce à toutes les vidéos montrant Drew, les enquêteurs ont commencé à les analyser à la recherche d'individus suspects qui auraient pu la suivre ou apparaître à plusieurs reprises avec elle. Très vite, une personne a attiré leur attention,
un homme d'âge moyen, tout de noir vêtu, marchant avec une canne. Son comportement inhabituel a immédiatement attiré l'attention. D'après les images de vidéosurveillance, l'homme est entré à plusieurs reprises dans l'épicerie attenante au centre commercial. Cependant, il n'a rien acheté. Il semblait ignorer complètement les rayons et se concentrer sur les autres clients, en particulier les femmes. Les enquêteurs ont rapidement repéré le même homme sur d'autres images prises à l'extérieur du magasin. Il était assis sur un banc, observant les passants. Mais un événement vraiment suspect s'est produit. Lorsqu'une jeune femme ressemblant vaguement à Drew est passée devant lui, il s'est levé du banc et a commencé à la suivre. Au cours des heures suivantes, la police a découvert d'autres vidéos montrant le même homme en train de suivre d'autres jeunes femmes dans le centre commercial. Malheureusement, les images seules ne leur ont pas permis de l'identifier. Les enquêteurs ont donc consulté leur base de données et consulté les dossiers des hommes du quartier ayant déjà été condamnés pour des crimes graves. Après avoir compilé une liste de 60 noms, les enquêteurs l'ont réduite à 4, éliminant tous ceux qui ne correspondaient pas à la description du suspect. Parmi les candidats restants, ils ont identifié un homme présentant une ressemblance frappante avec le personnage des images du centre commercial, Alfonso Rodriguez, 50 ans. Rodriguez avait un lourd passé criminel et un passé trouble. Il souffrait de graves problèmes de santé depuis son enfance, ce qui rendait ses interactions scolaires et sociales, notamment avec les femmes, extrêmement difficiles. Par exemple, une de ses jambes était plus courte que l'autre, ce qui l'obligeait à marcher avec une canne. Alfonso a fini par se tourner vers la drogue. À 21 ans, il a eu ses premières démêlés avec la justice. Il a tenté d'agresser une femme qui lui avait proposé de le raccompagner chez lui. Une fois à l'intérieur de sa voiture, il a sorti un couteau et a tenté de l'attaquer, mais la victime a réussi à le repousser. Peu de temps après, il a agressé 2 autres femmes le même mois. Il a été condamné à 5 ans de thérapie obligatoire, puis remis en liberté. La même année, Alfonso a été de nouveau arrêté, cette fois pour suspicion d'agression. Cependant, l'accusation n'a pas pu rassembler suffisamment de preuves pour une condamnation. Peu après, il a tenté d'enlever une autre femme, la poignardant lors de l'agression. Cette fois, il a été arrêté et condamné. Rodriguez a été condamné à 23 ans de prison, mais a été libéré le 1er mai 2003, 7 mois seulement avant la disparition de Drew. Plus troublant encore, il a été placé sous la surveillance de sa famille, qui doutait elle-même de sa capacité à réintégrer la société. Après sa libération, Alfonso a emménagé chez sa mère à Crookston, la ville même où la chaussure de Drew avait été découverte. Compte tenu de tout cela, les enquêteurs étaient presque certains qu'Alfonso était lié à la disparition de Drew. Le 4e jour de l'enquête, ils l'ont emmené pour l'interroger. Alfonso a admis être allé au centre commercial, mais a insisté sur son innocence. Il a prétendu être venu voir un film au cinéma du centre commercial. Il a même cité un film en particulier, mais en vérifiant sa version des faits, les enquêteurs ont découvert que le film n'était pas à l'affiche, non seulement dans ce cinéma, mais nulle part ailleurs en ville. Comprenant qu'Alfonso avait menti, la police a demandé à fouiller sa voiture. Étonnamment, il a accepté sans mandat. À l'intérieur, ils ont trouvé un reçu de magasin attestant qu'il avait acheté un couteau de poche. Lorsque les enquêteurs ont examiné le modèle du couteau, ils ont déterminé que le fourreau retrouvé près de la voiture de Drew correspondait parfaitement. Mais ce n'était pas la découverte la plus alarmante. Le couteau lui-même se trouvait également dans la voiture d'Alfonso, immergé dans une bouteille remplie de solution nettoyante. Lorsque les experts médico-légaux ont examiné la voiture d'Alfonso, ils ont découvert des traces de sang. Ils ont réussi à prélever un échantillon d'ADN, qui a ensuite été comparé à celui de la brosse à dents de Drew. La correspondance était parfaite. De plus, ils ont trouvé une chaussure de femme dans sa voiture et un autre couteau. Celui-ci n'avait pas été trempé dans une solution nettoyante. Lorsqu'ils l'ont analysé, ils ont découvert des traces de sang sur la lame. L'analyse ADN a confirmé qu'il s'agissait bien de celui de Drew.
Le 10 décembre, avec toutes les preuves en main, Alfonso a été arrêté et inculpé d'enlèvement et de meurtre présumé. Cependant, malgré l'accusation accablante portée contre lui, les enquêteurs ignoraient toujours ce qui était réellement arrivé à Drew, ni où elle se trouvait. Alfonso refusant d'avouer, la police a concentré tous ses efforts pour retrouver Drew. La police a lancé un appel à l'aide au public, a mobilisé davantage de bénévoles et a concentré ses recherches sur Crookston et ses environs. Malgré tous ces efforts, des mois se sont écoulés sans résultat. Les fortes chutes de neige de cet hiver-là ont aggravé la situation, les équipes de recherche étant incapables d'accéder aux zones reculées. Début mars, 3 mois après la disparition de Drew, les préparatifs du procès d'Alfonso ont commencé, et il a plaidé non coupable devant le juge. À ce stade, presque personne ne croyait Drew encore en vie, mais grâce à toutes les preuves dont il disposait, les procureurs étaient confiants de pouvoir obtenir une condamnation. Pendant ce temps, la police poursuivait ses recherches. Avec l'arrivée du printemps et la fonte des neiges, ils ont enfin pu explorer des zones auparavant inaccessibles, comme des forêts, des champs et des plans d'eau. Cela a duré jusqu'au 17 avril, lorsque les enquêteurs ont reçu la triste mais attendue nouvelle. Le corps de Drew avait été retrouvé à quelques kilomètres à l'ouest de Crookston, submergé par la rivière locale. Pendant l'hiver, la zone avait été gelée et recouverte de neige, rendant presque impossible pour les équipes de recherche de la localiser plus tôt. Mais dès que la neige a complètement fondu, son corps a été rapidement découvert. Les médecins légistes ont constaté des ecchymoses, des blessures au couteau et des traces d'alcool sur son corps. Quant à la cause du décès, ils n'ont pas pu tirer de conclusion définitive. Outre les blessures au couteau, des signes de strangulation ont été observés, mais il était également possible qu'elle soit morte d'exposition au froid après avoir été laissée à cet endroit. Il a été déterminé que Drew était probablement décédé environ 3 heures après son enlèvement. Maintenant que la police avait retrouvé le corps de Drew, l'accusation avait une dernière tâche, s'assurer que le meurtrier soit traduit en justice, l'enlèvement ayant eu lieu dans le Dakota du Nord. Mais le meurtre a eu lieu dans le Minnesota voisin. L'affaire relevait de la compétence fédérale. Alfonso risquait donc la peine de mort, même si la peine capitale était interdite dans les 2 États. Malgré cela, le gouverneur du Minnesota a publiquement soutenu la possibilité d'une condamnation à mort, malgré l'opposition de nombreux habitants de son État. Dans le Dakota du Nord, cette affaire était la première depuis plus d'1 siècle où un habitant risquait la peine de mort. Le procès a commencé à l'été 2006 et Alfonso a continué à clamer son innocence. Mais face aux preuves accablantes contre lui, il était quasiment impossible d'échapper à la peine capitale, et le 8 février 2007, il fut condamné à mort. Comme c'est souvent le cas avec la peine capitale, l'exécution fut retardée de plusieurs années. Pendant ce temps, Alfonso resta en prison, attendant son sort. Pendant ce temps, la famille de Drew s'impliqua activement pour faire adopter une loi visant à créer un registre national des délinquants condamnés pour crimes violents. À l'été 2007, cette loi, nommée en mémoire de Drew, fut signée par le président. Elle créait un site web permettant au public d'accéder aux adresses et autres informations personnelles des personnes condamnées pour crimes violents. Les parents de Drew répétèrent à plusieurs reprises qu'Alfonso n'aurait jamais dû être libéré de prison. Plus tard, même le médecin responsable du centre de réadaptation obligatoire s'exprima, déclarant aux journalistes qu'il s'était fermement opposé à sa libération. Il avait recommandé le transfert d'Alfonso de la clinique à la prison, estimant qu'il représentait toujours un danger pour la société. Malgré ces avertissements, Alfonso a été autorisé à réintégrer la communauté, une décision qui s'est soldée par une tragédie. Malheureusement pour la famille de Drew, la condamnation d'Alfonso Rodriguez n'a pas marqué la fin de l'affaire. En 2011, les avocats de Rodriguez ont interjeté appel, affirmant que leur client souffrait de troubles du développement. Si cette première tentative a échoué, un second appel, déposé 10 ans plus tard, en 2021, a été bien plus fructueux. Cette fois, le juge a donné raison à la défense.
Il a reconnu les preuves suggérant que Rodriguez souffrait effectivement de troubles du développement et a souligné que ses avocats n'avaient pas eu l'occasion équitable de présenter ces détails lors du procès initial. Le juge a également souligné l'enfance difficile de Rodriguez et ses importants problèmes de santé. L'équipe de défense a également soutenu que le médecin légiste ayant témoigné au procès avait exagéré l'étendue des blessures de Drew, suggérant que la vérité n'était pas aussi horrible qu'on le laissait entendre. Tout cela a finalement conduit à la réouverture du dossier, laissant la famille de Drew se battre à nouveau pour obtenir justice. Finalement, le juge a annulé la condamnation à mort de Rodriguez et ordonné un nouveau procès. En conséquence, en mars 2023, Alfonso a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que Rodriguez avait déjà avoué le crime lors d'une interview en 2013 depuis le couloir de la mort. Cependant, il passera désormais le reste de sa vie derrière les barreaux, sans être menacé d'exécution. En mémoire de Drew, son université a créé une bourse qui est toujours active à ce jour. Sa famille a également créé un jardin commémoratif dans sa ville natale, et des projets sont en cours pour construire un mémorial similaire sur son campus universitaire. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?